Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, je suis très heureuse ce soir de vous présenter et donc d'accueillir Laetitia Dedon, qui est conservatrice du patrimoine et conservatrice régionale de l'archéologie. Alors, d'abord en Corse et puis depuis quelques mois en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, elle a soutenu une thèse en 2024 à l'Université de Valenciennes, dont le sujet était les rivières au canot, une géohistoire environnementale de la construction des territoires d'eau, la vallée de Haut-Escaut du XIIe au XXe siècle et l'île de Montréal, vallée du Saint-Laurent, XVIIe, XXe siècle. Perspective comparée France-Canada. Et aujourd'hui, Laetitia a à cœur de continuer ce qui a été amorcé par Louis Bonamour, pionnier de l'archéologie fluviale en Bourgogne-Franche-Comté et en France, puis par Annie Dumont. Leurs travaux ont montré combien dans notre région, ce patrimoine lié aux cours d'eau, ponts, gués, moulins, écluses, épaves, pêcheries, était important dans notre région et porteur de nouvelles données archéologiques. Mais ce patrimoine fluvial constitue encore aujourd'hui un héritage méconnu et surtout fragile, menacé tant par le dérèglement climatique que par les travaux de renaturation des cours d'eau, de creusement de voies navigables ou encore de réfection d'ouvrages d'art. Aussi, cette conférence va-t-elle nous éclairer et nous sensibiliser aux enjeux archéologiques de ce patrimoine? Mais je vais tout de suite laisser la parole à Laetitia pour cette conférence et puis j'espère vous retrouver avec de nombreuses questions par la suite. À tout à l'heure. Merci beaucoup Lydie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis très honorée de pouvoir présenter cette conférence, hein, donc pour la première fois sur cette thématique dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Comme l'a dit ma collègue, je suis arrivée au 1er novembre 2025 dans la région Bourgogne-Franche-Comté. J'y avais, fouillé, 10 ans auparavant, non pas sur les cours d'eau, mais sous le couvert forestier dans les villages désertés du Val-Suzon et grâce, par, l'entremise d'Annie Dumont, j'ai eu l'occasion, par l'intermédiaire du DRASM, qui est un des services du ministère de la culture spécialisé dans l'étude du patrimoine subaquatique, d'avoir, hein, de pouvoir, être au chantier école subaquatique, qui m'ont, formée dans ma discipline et qui ont, jalonné, mon parcours de conservatrice et qui, a permis de me former comme aussi archéologue, plongeuse, après cette formation de conservatrice du patrimoine. En guise d'introduction, voilà, la présentation sera un petit peu dense, mais je vais vous expliquer un petit peu, de vous donner quelques éléments de définition sur les différents, voilà, attraits de cette archéologie subaquatique. Donc tout d'abord, ce que dit le code du patrimoine, il ne définit pas explicitement l'archéologie du cours d'eau, mais nous indique que l'archéologie, notamment l'archéologie préventive, celle, qui est pratiquée avant les travaux, s'exerce à terre et sous les eaux. Donc sous les eaux, donc ça comprend, le domaine, maritime, fluvial et lacustre, donc l'archéologie en mer et l'archéologie dite des eaux intérieures ou des eaux douces. Donc l'archéologie subaquatique, elle va concerner l'étude des sites, habitats, structures, gisements, occupations, objets isolés dans leur contexte immergé, donc dans ces 3 milieux: maritime, fluvial ou lacustre. L'archéologie fluviale, donc elle va être plus grande. L'archéologie subaquatique, c'est, on va dire, le subaquatique est un contexte de conservation des éléments, donc sous l'eau, et un contexte c'est un milieu d'intervention et un contexte de conservation du patrimoine immergé. L'archéologie fluviale, elle va s'intéresser, par exemple, aux fleuves et à ses aménagements, immergé ou non, et l'un des grands fers de lance de l'archéologie fluviale, c'est de consacrer le fleuve comme un objet d'histoire à part entière. Le fleuve, ses paysages, ses aménagements, ses occupations, et donc on va avoir une sorte d'archéologie fluviale à tiroir qui va, en fait, avoir différentes méthodologies. L'archéologie environnementale, la géoarchéologie, le paléo-environnement qui va s'intéresser à l'évolution des chenaux, des tracés fluviaux, à l'histoire des inondations.
Un autre volet de cette archéologie fluviale qui va s'intéresser aux aménagements, aux infrastructures liées à l'eau et ensuite on va avoir un volet qui va plus spécifiquement, par exemple, s'intéresser aux épaves et les épaves, ça va être la partie qui va être la plus médiatisée puisqu'il y a cet aspect, voilà, de découverte parfois, bah, de chasse au trésor qui est associé aux épaves et on va voir que, voilà, cette archéologie, fluviale n'est pas, bah, une chasse au trésor et qu'elle peut souffrir, par exemple, des pillages. Donc l'archéologie subaquatique, c'est une partie de l'archéologie fluviale et l'archéologie fluviale est plus large parce qu'elle touche les paléo-environnements, les structures émergées, les ponts, les ouvrages bâtis qui sont hors d'eau et aussi les parties donc dans l'eau immergées. Il y a une spécificité française, hein, qui distingue en fait les 2 types d'archéologie. Donc, par exemple, le DRASM, donc le service du ministère de la Culture, qui dé touche au patrimoine subaquatique et sous-marin. Donc il y a vraiment une distinction franco-française à distinguer le domaine subaquatique, donc c'est-à-dire les eaux douces, de ce qui est de l'archéologie sous-marine qui s'est bâtie, ben, à Marseille notamment et qui concerne le milieu maritime. À l'international, on parle de manière plus globale du de d'underwater archaeology, donc c'est une seule archéologie des patrimoines immergés et pour, justement avoir vraiment un discours, scientifique et patrimonial global, il y a vraiment une volonté aujourd'hui d'unifier cette archéologie des patrimoines immergés dans sa globalité, donc milieu fluvial, lacustre et maritime en, justement mettant l'exergue sur les connexions qu'il peut y avoir. Par exemple, vous avez des zones d'embouchure qui vont être des connexions entre le fleuve et la mer. Vous avez des zones lacustres, mais qui fonctionnent dans un bassin hydrographique, donc qui sont liées au cours d'eau. Donc, ces 3 types d'archéologie qui ont une construction, qui ont des histoires un peu séparées, les sites palafitiques, l'archéologie de la Saône, l'archéologie des embouchures et de la mer, elles ont des histoires un peu séparées, mais elles tendent aujourd'hui ces histoires à converger et voilà, à être appréhendées dans leur ensemble. C'est en tout cas, bah, le souhait, du ministère de la Culture dans sa programmation scientifique, par exemple. Donc il paraît important, voilà, de ne pas dissocier un petit peu les problématiques entre ces milieux parce que, bah, d'une part, les objets d'étude, les problématiques, si on étudie la navigation, on va par exemple voir, je prends l'exemple de la Loire, qu'on va avoir un transbordement des marchandises, c'est-à-dire des bateaux venant de la mer qui vont ensuite poursuivre leur trajectoire dans les eaux intérieures en milieu fluvial, qu'on va avoir des objets, des aménagements qui sont communs, exemple les pêcheries, les aménagements portuaires, bah, ils peuvent être aussi bien fluviaux que maritimes ou lacustres. Et par exemple les méthodologies. On travaille beaucoup aujourd'hui sur le patrimoine immergé, avec des drones subaquatiques, avec le système de la photogrammétrie qui va être des prises de vue, de faire des modèles 3D, mais sous l'eau. Et en fait, ces méthodologies, ben, elles vont être communes, quel que soit le milieu et vont être adaptées au patrimoine immergé. Et ce qu'on va constater, c'est que donc on a vraiment des problématiques, des méthodes et des méthodes, bah, de plongée, hein, qui sont, communes aux 3 milieux. Et en revanche, ce qu'on va se constater, c'est des spécificités régionales de ces différents patrimoines liés à l'eau. Pour vous donner un exemple, je viens des Hauts-de-France, on a une prédominance du patrimoine fluvial lié à l'hydraulique militaire, aux aménagements industriels, aux minoteries. Il y a des types d'aménagements spécifiques liés à l'activité militaire, liés à l'activité industrielle, minière par exemple, l'hydraulique, minière d'assèchement, des mines, des ouvrages spécifiques. Hem J'étais, sur la Corse, on a des aménagements qui, en termes de chronologie, par exemple, remontent beaucoup plus loin dans la période romaine, et étrusque avec des ouvrages anciens. Vous avez le cas des outre-mer, par exemple, voilà, où vous allez avoir des aménagements ou qui vont être liés à l'orpaillage, à des types d'exploitation, à des types de pêcheries avec des chronologies différentes et la Bourgogne-Franche-Comté, a aussi ses spécificités et va avoir ces types d'aménagements qu'on va davantage retrouver. Dans chaque région, en fait, il y a pas une seule archéologie fluviale, mais des archéologies fluviales selon les régions avec, bah, des types d'aménagements, on disait, liés à l'activité meunière, à la navigation, à l'activité industrielle, à l'exploitation des ressources, aux pêcheries et vont avoir des déclinaisons régionales différentes. Et lorsqu'on travaille sur plusieurs régions de manière successive, on a une sorte de fil rouge, ben, de méthodologie commune mais ensuite, cette méthodologie commune, ben, on va l'adapter en fonction d'un territoire qui va être, lui, spécifique avec ses propres aménagements liés à l'histoire de chacun de ces territoires.
Donc lorsqu'on parle de patrimoine fluviaux, de quoi parle, et de patrimoine immergé, de quoi parle-t-on spécifiquement? Donc comme je vous l'ai indiqué, voilà, des patrimoines immergés donc regroupent les 3 milieux, milieu maritime, fluvial et lacustre et la programmation nationale de la recherche archéologique du ministère de la Culture, qui est établie par le CNRA, qui est le Conseil national de la recherche archéologique, a, pour la première fois en 2023 justement fait un axe spécifique sur les territoires fluviaux, littoraux et maritimes. Donc ces 3 milieux donc ont été, regroupés ensemble en marquant, en mettant en avant l'étude des paysages. Par exemple, il y a des problématiques communes lorsqu'on traite de l'érosion littorale ou de l'érosion fluviale. Les sécheresses, les phénomènes climatiques sont des sujets qui sont aussi communs aux 3 milieux. Les aménagements, par exemple, les infrastructures portuaires, je vous disais les pêcheries, les activités du bord de l'eau, les rapports entre la ville et ses territoires de l'eau et les connexions qu'il peut y avoir d'un milieu à l'autre, d'un territoire à l'autre. Donc ce qu'on va observer, c'était ju l'idée de la conférence, c'était de montrer aussi la large, typologie des patrimoines, fluviaux, c'est-à-dire, c'est quel type de vestiges on trouve et à quelle activité ils sont liés. Donc on a donc des ouvrages, des aménagements et des vestiges qui sont liés à la navigation et à l'aménagement des voies navigables. Donc vous allez avoir des installations portuaires, des digues, des écluses, des vannages, des traces d'endiguement, de bornage des cours d'eau qui pour créer un chenal, navigable. Heu, les les aménagements liés aux activités artisanales et industrielles, donc typiquement, on va avoir les moulins à eau et vous allez voir à quel point c'est un enjeu important, cette question de la conservation des vestiges, liés aux moulins. Et l'exploitation de l'énergie de manière générale, exemple, les forges, hydrauliques. Donc vous avez aussi toute une batterie d'aménagements qui sont liés, à l'artisanat urbain. On sait très bien qu'il y a des relations, ville-eau, ville-fleuve qui sont, extrêmement fortes. Le Doubs à Besançon en est un exemple avec cette ville qui est construite en boucle de rivière et vous avez tout un ensemble, on a en général une distribution des activités artisanales qui va suivre le cours d'eau d'amont en aval. Un des exemples nationaux le plus souvent cité, c'est l'exemple de la Bièvre à Paris ou de la distribution des activités avec, les blanchisseries, les tanneries, donc la gestion, bah, voilà, des activités du bord de l'eau qui va suivre une distribution, bah, des eaux propres vers les eaux sales avec des systèmes de canaux qui vont permettre l'adduction d'eau et leur évacuation. Ce qu'on appelle, ensuite les aménagements liés à la pêche, en fait, à l'exploitation des ressources halieutiques et piscicoles. Donc, par exemple, on va avoir des pêcheries qui sont des systèmes, bah, donc on le reverra ensuite en VW avec des pêcheries aussi en étang, des viviers qui sont liés, par exemple, aux établissements monastiques et qui vont prendre, par exemple, le nom en Méditerranée, qui vont prendre le nom de bordigues, qui sont sortes de pêcheries, en fait, palissadées très spécifiques qui vont être, par exemple, présents dans les lagunes ou les étangs aussi. Ensuite, on a, bah, on va retrouver sur les cours d'eau les aménagements qui sont liés aux routes, puisque, bah, le prolongement des routes, les ponts vont assurer la continuité du réseau terrestre et donc on va avoir les gués qui sont, en fait, les franchissements, les aménagements qui sont faits pour traverser les cours d'eau. Ensuite, on va avoir des ponts en bois, des ponts en pierre, des ponts, éphémères qui vont être liés, qui vont être temporairement présents sur un cours d'eau, des bacs, ce qu'on appelle des traversiers plateformes qui servaient à passer, par exemple, les animaux et moi, je serais preneuse d'exemples, régionaux aussi sur ces types d'aménagements, bah, il y a à partir des archives, par exemple. Les aménagements qui sont liés à la protection contre les crues, donc on remarque, bah, qu'il y a des levées, des digues, certaines, bah, conduites, forcées et cetera et par exemple, j'ai eu l'occasion de voir avec, Annie Dumont tout ce qui sont les levées, en fait, de la Loire et qui sont des ouvrages extrêmement impressionnants qui ont été faits pour conditionner le fleuve et ensuite, bah, les ouvrages liés à l'adduction d'eau, les canalisations, les fontaines et d'avoir les aqueducs. Vous me direz, ce ne sont pas directement des aménagements fluviaux, mais en fait, si on pense l'espace fluvial comme un espace à 3 dimensions, on a la largeur du fleuve avec les aménagements latéraux, sa profondeur et son linéaire amont-aval. Et chacune des 3 dimensions de cet espace fluvial va accueillir des activités et ensuite vous allez avoir dans le lit majeur, dans le périmètre autour des cours d'eau et de manière interconnectée, vous allez avoir tous ces réseaux hydrauliques
par exemple, les fossés qui sont liés aux activités agricoles ou les pompages, les prises d'eau, et bah, par extension, elles vont, communiquer, ça va fonctionner en vase communicant avec les cours d'eau et tout ça va créer ce qu'on appelle un hydrosystème. Donc un système hydraulique en communication entre ces réseaux et le cours d'eau principal. Donc, je disais, la programmation nationale du ministère de la Culture, elle a mis à l'honneur en 2023, c'est les paysages, liés à l'eau, fluviaux, lacustres et maritimes. Et en l'occurrence, on a une archéologie des paysages qui, se développe beaucoup à partir de l'imagerie aérienne, des cartes anciennes, ce qu'on appelle le lidar, donc les images, qui vont être faites ou les images 3D qui vont permettre et les nouvelles techniques d'archéogéographie, de carottage, d'études paléo-environnementales qui vont permettre d'appréhender l'évolution des paysages fluviaux sur la longue durée. Et ensuite, l'archéologie des territoires de l'eau, maritimes, fluviaux et lacustres, va s'intéresser plus spécifiquement aux aménagements qui sont implantés, qui se sont adaptés à ce paysage fluvial et lacustre mouvant, et avec toute cette typologie d'aménagement liés aux fonctions que je vous ai listées. Donc ces patrimoines fluviaux, ils vont être, comme l'a dit ma collègue, extrêmement vulnérables, sont des patrimoines fragiles. C'est une, comme toute ressource archéologique, elle est non renouvelable parce qu'une fois qu'elle est impactée par des travaux d'aménagement, une fois que les pieux de la pêcherie, du pont romain, des vestiges néolithiques où les dragages auront retiré les vestiges d'un site de son contexte, eh ben, on va avoir forcément des destructions qui vont être irréversibles. Donc aujourd'hui, il y a toute une batterie de travaux d'aménagement liés à l'eau, de travaux fluviaux qui vont impacter les cours d'eau et donc leurs vestiges archéologiques. Je vous en ai listé quelques-uns. Donc vous avez les travaux, liés à la restauration de la continuité écologique des cours d'eau. Ce qui sont en fait des travaux liés, par exemple, ça va être de supprimer des obstacles à l'écoulement. Donc vous avez ici, par exemple, ci-dessous, entretenu par l'agence de l'eau, notamment, une liste des, ce qui est appelé les barrages, les seuils, les vannages de moulins qui vont représenter des obstacles à la continuité écologique, c'est-à-dire au passage de la migration des poissons. Et vous avez peut-être entendu parler des systèmes de passe à poissons, d'ouvrages qui vont être faits mais ou de suppression des seuils, donc ça veut dire qu'on va décaper, on parle, le mot est fort parce qu'on parle d'effacement, de politique d'effacement des obstacles sur les cours d'eau. Et parfois, bah, nous, ces obstacles, ce sont des éléments du patrimoine archéologique. Et donc l'idée, ça va être d'arriver à porter ce discours auprès des gestionnaires de l'environnement pour indiquer que ces vestiges, ils méritent d'être considérés et que l'enjeu écologique ne peut pas supplanter l'enjeu du patrimoine culturel et qu'il faut parvenir à une conciliation, des enjeux écologiques, environnementaux et des enjeux patrimoniaux, archéologiques. Donc vous avez ces travaux de restauration de la continuité écologique, les travaux qui sont liés à l'aménagement des voies navigables, VNF, hein, exemple, voilà, l'axe Saône-Rhône, les grands travaux qui ont été faits sur de canalisation, voilà, du Rhône. Il y a eu des ouvrages, vous avez sur le nord de la France, ce qu'on appelle le canal Seine-Nord-Europe, qui sont des grands, les travaux de grands linéaires fluviaux et ce qu'on appelle des canaux de jonction. C'est-à-dire, on va relier des bassins hydrographiques. Et ces canaux, ces voies navigables, elles ont une histoire aussi, puisque bah, cette histoire, elle date de l'époque moderne et, bah, et contemporaine, et parfois de manière plus ancienne, où on a voulu améliorer la navigabilité des cours d'eau et de montrer aussi, bah, voilà, aux voies navigables que l'histoire, la navigation aujourd'hui, bah, elle a aussi des choses, des leçons à tirer des périodes passées avec des mêmes problématiques techniques, parfois de passer la ligne de partage des eaux, d'arriver à capter, par exemple, suffisamment d'eau pour alimenter un canal. Et donc, on essaie d'avoir aussi des discours d'ingénierie et l'archéologie des voies navigables, elle va s'intéresser à l'ingénierie pour arriver à améliorer la navigabilité des rivières. Donc, il y a des travaux d'aménagement liés à la lutte contre les inondations. Donc, vous avez par exemple ce qu'on appelle les zones d'expansion de crues qui vont être bah, des aménagements qui vont être faits, des zones tampons ou des zones de compensation environnementale qui vont être créées sur les bornes des cours d'eau, mais qui avec des creusements qui vont bah, donc affecter les sites archéologiques, puisque bah, on va voir que ben, l'eau étant, voilà, étant une ressource de premier plan, ben, va polariser forcément que les occupations humaines, elles se sont greffées bah, sur le bord des cours d'eau. Vous avez ensuite, des travaux de construction et de réfection d'ouvrages d'art. Donc, par exemple, on a un cas
Je crois, je me regarde ma collègue des monuments historiques de la DRAC, mais le cas de l'élargissement d'un pont, je sais plus si c'est à Port-sur-Saône, dans une autre commune, mais de travaux, d'élargissement, et lorsque on a un ouvrage, comme ça, fluvial, il faut voir si, par exemple, là, sur quoi est fondé le pont. Donc on va voir, par exemple, les caissons, le mode de fondation sur pieux, l'ancrage, la manière dont a été construit l'ouvrage, et en cas d'élargissement, si la structure va être stable, et cetera. Et on constate souvent sur les ponts qu'on va avoir des aménagements, qu'on a des ponts successifs au même endroit qui vont se succéder sur un même site, et donc s'il y a des travaux d'affouillement autour des piles de ponts, on risque de toucher d'autres vestiges des périodes antérieures. Ensuite, on a les aménagements portuaires, exemple l'aménagement de ports de plaisance, avec des creusements aussi, des travaux, des digues, des ouvrages de rétention divers, des bassins, les travaux liés à l'aménagement de bases nautiques, notamment, et des travaux aussi, c'est plus présent en ville, mais de requalification, ce qu'on appelle aujourd'hui de requalification de rivières urbaines. C'est-à-dire, on a couvert, par exemple, au 19e siècle, on a voûté certains cours d'eau urbains. Aujourd'hui, on les remet à ciel ouvert, on fait des travaux de décaissement, mais ça va être, et c'est très difficile d'arriver à faire de l'archéologie, par exemple, ou d'arriver à protéger les anciens cours d'eau urbains avec des voûtes qui ont été construites et des aménagements. Et donc, on essaie aussi de discuter, avec les services techniques, par exemple des communes, pour arriver à faire un suivi et au moins d'enregistrer de l'information patrimoniale, de faire des relevés, et cetera, de ces ouvrages-là. Ces ouvrages, en plus des travaux d'aménagement, ils vont être affectés par les changements climatiques, hein. Parmi ces changements climatiques, donc ce sont les aléas, c'est des changements climatiques, après des fois structurels sur plusieurs siècles, mais des fois ce sont des aléas climatiques conjoncturels, ponctuels, qui vont impacter la conservation de ce patrimoine subaquatique. Donc on va avoir des sécheresses, et je vous en reparlerai après. Il y a eu des sécheresses inédites en 2022-2023 où les niveaux de cours d'eau étaient très bas, et il y a tout un ensemble de vestiges archéologiques qu'on a découverts ou redécouverts à cette occasion. Mais les niveaux d'eau étant bas, c'est comme lorsqu'on baisse les niveaux des lacs, des barrages et des sites lacustres, c'est qu'on va avoir le bois qui va sortir, qui va se retrouver hors d'eau, qui va sécher, qui va se désagréger, il va éclater comme du pop-corn. Et donc il faut intervenir vite lorsqu'on a des variations de niveau d'eau qui vont mettre à jour certains vestiges. On va avoir des inondations où on va avoir au contraire un lessivage de vestiges avec des crues très très fortes, ou des crues. C'était le cas d'un moulin, je crois, en Centre-Val de Loire, classé monument historique, où les fondements, les fondations du moulin ont été entraînés par des crues très très fortes, et donc le moulin s'est complètement avait des fondations qui reposaient à la fin sur le vide, et donc, l'ouvrage protégé était risqué, menacé d'effondrement, et a été marqué par un arrêté de péril. Ça avait été médiatisé à l'époque. Vous avez aussi, l'érosion, c'est-à-dire les creusements qui vont être faits, le travail d'érosion, fluviale qui va être fait sur les vestiges et qui vont grignoter des morceaux de site ou des morceaux d'aménagement au fil des années. Donc vous avez la question aussi, face au changement climatique, bon, ça va être de comment conserver ce patrimoine immergé, et les bois gorgés d'eau, voilà, avec l'exemple de variation des palafites, donc des sites lacustres anciens, qui vont être, dont la conservation va être mise à mal par les variations de niveau d'eau, par exemple. Et ensuite, ce patrimoine, une fois qu'on l'a sorti, parfois il y a des choses qui sont découvertes de manière fortuite lors des sécheresses et qui vont être sorties, à la suite de découvertes fortuites, on va avoir des morceaux d'épave, des éléments qui vont nous être ramenés, et souvent, si on ne peut pas les conserver, directement dans l'eau ou les prendre en charge, il faut passer par des réimmersions. C'est-à-dire il faut les remettre dans l'eau pour assurer leur conservation préventive, ou très, très vite, les restaurer auprès de laboratoires spécialisés où les bois vont être lyophilisés, et l'humidité, l'eau va être remplacée par une sorte de résine, en fait, spécifique qui s'appelle du polyéthylène glycol. Et donc c'était le cas d'épaves très connues au niveau national, donc les épaves de Bercy, ou encore les épaves de Lyon-Saint-Georges, qui ont été trouvées pendant les travaux d'aménagement d'un parking souterrain, si je me souviens bien, et qu'on peut encore observer à Lyon. Et dernier risque pour ces vestiges, qui sont liés aux découvertes fortuites, aux vestiges qui sortent parfois pêle-mêle, ça va être le risque de pillage. Euh, En archéologie terrestre, ça va être typiquement les détecteurs de métaux,
qui vont être pratiquées sur des parcelles qui vont sortir des vestiges archéologiques de leur contexte, eh ben, c'est le cas aussi pour les cours d'eau. Vous avez certaines pratiques, il y a des détecteurs de métaux déjà qui vont dans l'eau, qui vont même aujourd'hui, voilà, avec des sortes de petites carottes qui vont détecter les objets métalliques sous l'eau. Vous avez de la pêche à l'aimant qui ça peut servir à remonter des bicyclettes ou des trottinettes, dans le cours de Dijon, mais le problème, c'est que ça peut sortir d'une épée de l'âge du bronze. Ça peut sortir des munitions et vous avez, par exemple, là, c'est plus dans les outre-mer, c'est mes collègues de Guyane, à la DAC là-bas qui étaient confrontés, c'est l'orpaillage, c'est l'exploitation de l'or qui va toucher les vestiges archéologiques, par exemple, ou encore, bah, des plongées clandestines pour remonter des amphores, pour remonter une ancre de bateau et on va désosser, par exemple, une épave morceau par morceau et donc la désagréger et on va perdre l'information archéologique, et elle ne pourra pas être étudiée. Donc, en général, nous, on fait des actions de sensibilisation. Donc, vous voyez qu'il y a des, magazines, donc ça, c'est un des magazines de 2025 que m'a passé ma collègue, donc, qui était, bah, consacré avec une partie sur le subaquatique et l'orpaillage et la détection de loisirs en rivière, sur les bords de rivière pour, voilà, en mettant en valeur la chasse au trésor, alors que c'est pas ce qui est recherché et c'est pas, et ce n'est pas la recherche d'objets précieux que va rechercher l'archéologue, mais plutôt, voilà, un contexte et des éléments en bois et pas nécessairement des éléments en métaux précieux. Et toutes ces pratiques doivent être encadrées par une autorisation préfectorale dès qu'il y a recherche de vestiges archéologiques, peu importe le contexte et peu importe que ce soit des sites sur la carte archéologique ou non. Donc, chez les découvertes fortuites, elles vont, voilà, elles doivent être déclarées dans ces cas-là. Et par exemple, dans la région, il y a une pratique, en Franche-Comté, donc de pêche à l'aimant et il y a eu un arrêté d'interdiction de pêche à l'aimant sur tous les cours d'eau du territoire de Belfort, par exemple, qui était mis en place par la DDT et parmi cette interdiction de pêche à l'aimant, vous avez, voilà, donc différents, raisons qui sont invoquées. Donc les raisons environnementales, donc ne pas toucher aux réserves naturelles, aux zones de baignade ou aux sites archéologiques. Parce que voilà, avec, bah, le risque de trouver des objets, des engins explosifs, le risque de trouver des objets archéologiques et de les sortir de leur contexte, de perturber les écosystèmes et donc de voilà, de ne pas pratiquer la détection ou la pêche à l'aimant dans les régions marquées par, un passé historique, très présent. Par exemple, bah, les vestiges de la guerre, mondiale et on a, dans les régions du Nord, la Marne, les Ardennes aussi des arrêtés d'interdiction, là-dessus. Donc, je vous le disais ensuite, donc on a différents risques, je disais les aménagements, le changement climatique et le pillage et ensuite, pour revenir aux aménagements, il y a une catégorie particulière de travaux qui vont être, je vous le disais, les travaux de restauration de la continuité, écologique des cours d'eau. C'est-à-dire on veut restaurer les rivières à un état avant anthropisation, avant aménagement humain, avant d'avoir transformé les cours d'eau et donc on veut effacer, soustraire les éléments liés à l'aménagement de ces cours d'eau qu'on va vouloir, supprimer, détruire et cetera, mais qui vont revêtir un caractère historique, archéologique pour une partie d'entre eux. Donc il y a un important programme de travaux, donc ça s'appelle, à l'origine, donc les travaux, ont été lancés au niveau européen, ça s'appelle, bah, la mise en œuvre de la directive cadre européenne sur l'eau. Donc c'est la loi cadre des CE en 2000, réaffirmée en 2004 avec un ensemble de programmes de travaux. Donc ouais, je crois que c'est un petit peu décalé parce que je suis pas sûre qu'en 2027 ce sera terminé. Je crois même il y a eu une levée de pied sur les travaux de restauration écologique, de renaturation, d'aménagement de passes à poissons. Et il y avait à peu près plus de 70 000 ouvrages qui étaient concernés, identifiés sur la carte que vous ai montrée tout à l'heure, sur le référentiel des obstacles à l'écoulement. Donc chaque syndicat de rivière et communauté de communes ou organisme qui est en charge de la mise en œuvre de la loi GEMAPI, donc c'est la loi de gestion des milieux aquatiques et de protection des inondations, il va y avoir un plan, un programme de travaux avec, bah, des enveloppes et cetera de budget pour, travailler à la renaturation de portions de cours d'eau. Et dans ces cas-là, nous, voilà, il y a une alerte qui a été faite pour qu'il y ait une concertation en amont de ces travaux d'aménagement, comme on le fait lorsqu'on suit des travaux routiers, et cetera. Et les ministères, le ministère de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Énergie, du Sport et le ministère de la Culture ont élaboré des notes interministérielles en 2019 et 2022 pour dialoguer, on va dire, entre les services de l'État et entre, ces différentes instances pour, prendre en compte le patrimoine archéologique fluvial avant les travaux.
pour arriver à concilier, je vous disais, les enjeux, environnementaux, les enjeux, d'améliorer le bon état écologique des rivières, mais sans pour autant, détruire le patrimoine fluvial avant qu'il ne soit étudié. Donc en combinant, les différents usages et fonctions, voilà de ces cours d'eau et en montrant en fait que les usages passés des cours d'eau, ils peuvent être, nous apporter des choses aujourd'hui dans la gestion actuelle, que les gestionnaires d'espaces naturels, les ingénieurs et cetera vont mieux comprendre le milieu aujourd'hui s'ils intègrent les aménagements passés qui ont été faits et les adaptations qu'ont fait les sociétés passées pour, dompter, pour aménager ces milieux. Et que justement, ou lorsqu'on étudie une carotte sédimentaire pour comprendre la végétation d'autrefois, ou les populations piscicoles, quels poissons on avait, quelle végétation, eh ben, ça va être riche d'enseignements pour savoir quel était le milieu à un moment donné et justement comment on peut faire des restaurations écologiques cohérentes par rapport à l'histoire justement d'un cours d'eau et de son passé. Donc voilà, je vous remets la carte vous voyez à peu près donc que la Bourgogne-Franche-Comté est concernée, hein, par, ces, référentiels, par ces obstacles à l'écoulement, par les barrages, les aménagements qu'on veut supprimer. Et donc, voilà, il y a un ensemble de travaux, donc les grands bassins hydrographiques sont concernés et en général, nous, on se rapproche des syndicats de rivières pour avoir un peu un programme des travaux qui, sont réalisés dans ces cadres-là, puisqu'on n'est pas toujours, informé, et l'idée, c'est de pouvoir faire de l'archéologie en accompagnement de ces travaux. Donc maintenant, on va passer, voilà, à quelques éléments, d'illustration de ces vestiges. Comme vous disiez, ces vestiges, ils ont été remis un peu en valeur, à l'occasion des sécheresses qu'il y a eu à l'été 2022, donc des niveaux d'eau très bas qui, par exemple, ont fait ressortir certains vestiges. Donc, lors d'une prospection, Drasm, à l'été 2022, donc de la DRAC, associant la DRAC, donc la DRAC Centre Val-de-Loire et le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, nous avons eu l'occasion de pouvoir repérer, donc vous avez ici des photographies, drone que j'avais réalisées à l'époque qui permettent de voir, vu du dessus, si vous le voyez, une sorte de V, même de W, on voit en fait la pêcherie vue du dessus et ensuite en vue oblique, où vous avez en fait un ensemble de pieux en forme de zigzag et au bout de chacun des zigzags, il y avait des sortes voilà, de nasses à poissons qui permettaient d'attraper les poissons à la remontée ou à la descente. Donc quand le poisson arrive dans un sens, il est capturé, quand il arrive voilà, s'il y a des poissons dans l'autre sens aussi. Et donc, ces pêcheries, elles ont pu être relevées très rapidement. On va faire des plans, on va faire des relevés, on va échantillonner des morceaux de bois pour pouvoir dater, avoir un plan, avoir une géométrie de cette pêcherie, surtout la dater. Donc là, c'est daté, si je me souviens bien, de la fin de la période médiévale, du XVe siècle. Et la Loire étant un fleuve qui est quand même assez mouvant, eh ben, le cours de la Loire se déplace et l'année suivante et l'année encore suivante, eh ben, en fait, finalement, ça s'est réensablé, le niveau d'eau est remonté, donc on ne voit plus à présent cette pêcherie, en tout cas pas en totalité, et on a pu la relever au moment où elle était visible. Elle a fait la couverture du magazine Archéologia en 2023 avec un numéro thématique sur l'archéologie des fleuves et des rivières, qui a permis, de remettre en évidence, par exemple, les pêcheries qui existaient à la fois sur les littoraux, donc il y a des pêcheries des bords de mer, et c'est un système vraiment universel de pêcherie comme ça en V, en W, en entonnoir en fait, qu'on retrouve vraiment sur des contextes extrêmement différents partout. On en retrouve en Amérique du Nord, on en retrouve, sur les littoraux, de Normandie, au mésolithique et au néolithique. On en retrouve au Moyen Âge, à l'époque moderne, dans la Loire et en Bourgogne-Franche-Comté. C'est vraiment dans les lagunes méditerranéennes, donc on en retrouve vraiment partout. Ce dispositif, il est, toute période et toute zone géographique, et on va voir qu'il va s'adapter, d'une région à l'autre. Donc les travaux pour, faire un petit, retour historiographique, justement, l'étude des pêcheries, l'étude des aménagements de rivières, des ponts, les ponts, les pêcheries et puis ces aménagements, les suivis de travaux et notamment, on va en reparler, les dragages de la Saône, ont, permis de catalyser une archéologie des fleuves et des rivières et Louis Bonamour et Annie Dumont et également Virginie Cernat qui sont, voilà, des archéologues, voilà, emblématiques qui ont été les spécialistes de cette archéologie des fleuves et des rivières, des années, voilà, des années, 70-80 à aujourd'hui. Et vous avez aussi, voilà, une archéologie,
connexe qui va s'intéresser au système hydraulique, au captage de cours d'eau pour alimenter des douves de châteaux, des jardins, des systèmes, des viviers d'abbayes, et cetera. Donc, de manière très, très large avec une chronologie qui va de la préhistoire, à l'époque contemporaine. Donc, on a eu d'autres revues qui ont, voilà, mis en valeur l'archéologie fluviale, donc à l'échelle européenne, on va constater que nos voisins, vous avez par exemple un centre d'archéologie fluviale en Wallonie. Vous avez nos voisins, bah, voilà, les collègues de Suisse qui vont aussi pratiquer cette archéologie bah, fluviale et lacustre. Et voilà, en France, il y a des études un peu pionnières sur l'archéologie fluviale qui ont été mises en évidence avec des fouilles, par exemple, sur le cours de la Charente, très, très tôt, qui ont été menées aussi, bah, par des agents de la DRAC qui ont permis avec des zones comme ça qui ont été, très, très fortes, qui ont polarisé les recherches sur les cours d'eau. Et on va voir que la Bourgogne-Franche-Comté fait partie des régions pionnières pour l'archéologie fluviale. Donc voilà, vous avez d'autres, revues thématiques sur l'archéologie, subaquatique, donc vous a avec des numéros, thématiques. Là, ici, vous avez en Nouvelle-Aquitaine, avec une revue publiée par le ministère de la Culture. Et à l'occasion, voilà, dans le cadre d'une revue qui est publiée par l'Institut national du patrimoine. Donc l'Institut national du patrimoine, c'est, l'école des conservateurs, bien que font les conservateurs du patrimoine des DRAC, en l'occurrence. Et cette revue, elle met l'accent un petit peu sur des sujets, phares de la protection du patrimoine, on a couplé, ces journées, voilà, avec ma collègue ici présente des monuments historiques, avec un cycle de séminaires qui s'intitulait, «Concilier les enjeux écologiques et patrimoniaux vers une conservation intégrée». De dire où justement l'objet, c'est, d'intégrer les questions, bah, environnementales aux questions, bah, patrimoniales, historiques, archéologiques. Et dans le cadre d'un numéro thématique dédié à cette revue, donc j'ai eu l'occasion à l'époque de pouvoir, voilà, et le titre de la conférence vient de cet petit article, rédiger un petit article qui mettait en avant ce que je viens de vous dire, vraiment le large éventail de types de patrimoine de l'eau et leurs menaces face aux aménagements, au changement climatique, au risque de pillage, et de comment ont travaillé conjointement les services de la DRAC, les archéologues, les services, patrimoniaux, en conciliation avec les gestionnaires d'espaces naturels, les aménageurs, VNF, et cetera, les syndicats de rivières, pour justement intégrer la protection du patrimoine archéologique fluvial dans les travaux. Et bah, ce qu'on arrive, c'est qu'on se rend compte qu'il y a différents niveaux d'acteurs et qu'en fait, on va essayer de concilier, que les services des DRAC vont échanger avec la DREAL, qui s'occupe bah, notamment des autorisations, voilà, environnementales, autres, de la DDT, qui reçoit les autorisations d'aménagement, et qu'on va essayer de faire dialoguer. Donc, la DRAC va échanger avec ses services, la DDT, la DREAL, pour arriver à avoir un programme de travaux, à avoir les dossiers d'aménagement pour pouvoir nous les instruire et faire de l'archéologie et pouvoir étudier les sites avant les aménagements, avant les destructions. Entre services patrimoniaux de la DRAC, il y a aussi bah, une conciliation interne. Ça veut dire les services, les architectes des bâtiments de France, les monuments historiques et le SRA, donc les services de l'archéologie, vont aussi échanger entre eux pour pouvoir voilà, traiter, par exemple, d'un parc de châteaux classé monument historique, où on va avoir des aménagements dans les douves ou sur un cours d'eau connexe qui va être aménagé, et on va se passer l'information. Et voilà, il y a aussi une coordination à l'échelle des services de l'État en charge de l'archéologie, donc pour s'informer à différents niveaux. Et aussi, enfin, les services de l'inventaire, c'est un service des régions. En fait, c'est le conseil, ben, c'est la région qui pilote ça, qui sont des services qui regroupent des chercheurs. Et service de l'inventaire va justement, comme son nom l'indique, hein, faire des inventaires du patrimoine et collecter, en fait, faire des enquêtes par commune pour, par exemple, recenser, toute la documentation sur les moulins à eau, par exemple. Et donc on va ensemble, partager les informations pour, bah, étudier, pour recenser, parce qu'on ne peut protéger que ce que l'on connaît, pour faire un recensement, bah, du patrimoine lié aux cours d'eau. Donc voilà, pour venir à la Bourgogne-Franche-Comté, donc cette région, elle a été pionnière dans l'étude, des cours d'eau et de l'archéologie aux cours d'eau, notamment grâce aux premières découvertes qui sont liées au dragage, qui ont été réalisées pour améliorer la navigation et ce qu'on faisait, et ce qu'on appelait les gravières dans l'exploitation de sable et de granulats. On creusait à la pelle mécanique sur les bords de rivières pour exploiter des cours d'eau, et on voit par exemple, c'est le cas en Bourgogne, le long de l'Yonne, on a des grands sites
d'oppidum, de nécropoles, de sites, métallurgiques en bord de rivière qui ont été complètement, touchés, attaqués par ces creusements de gravière et c'est le cas notamment aussi de la Saône. Donc ces travaux, ils se multiplient au 19e siècle, puis au 20e siècle. On a, voilà, des travaux de dragage déjà, seconde moitié du 19e siècle, ici au nord de Lyon et où un ancien gué était, présent et a été touché par les travaux d'aménagement. Dans la vallée de la Saône, les érudits locaux, à l'occasion de dragage, ils trouvent un certain nombre d'objets métalliques. Donc, un ensemble voilà, de pointes de flèches, d'éléments, des céramiques, des objets en bronze. Et donc, on se rend compte que on a une forte densité de sites de l'âge du bronze dans la vallée de la Saône, dans le cours d'eau et sur ses berges. Donc, ces travaux de creusement, de dragage, d'affouillement qui vont être faits, d'enlèvement des sédiments, va embarquer en fait une partie des sites, donc de la terre associée à ces sites et donc les vestiges archéologiques qui sont contenus dans ces sites. Donc, vous connaissez sans doute, il y a un important musée à Chalon-sur-Saône, donc le musée Vivant Denon, qui conserve une grande partie de ces éléments qui ont été retrouvés à l'occasion des dragages de la Saône. Et à l'époque, déjà, il y a au moment de ces dragages, Louis Armand Calia indique déplore en fait, un commerce clandestin, un défaut à arriver à surveiller, à faire de la surveillance de travaux, hein, des découvertes archéologiques et il déplore le commerce clandestin des antiquités qui sont faits à l'occasion de ces découvertes. Et donc on constate que la Saône livre une quantité importante de vestiges, mais qu'on a une déprédation des collectionneurs qui vont, disperser, revendre, s'échanger ces vestiges. Et que pourtant, les cours d'eau étant du domaine public, là on refait encore un petit peu de droit, les voies navigables, elles sont du domaine public, on appelle ça le DPF, le domaine public fluvial. Par contre, les cours d'eau non navigables, non domaniaux, ils sont pour moitié propriété des riverains. La moitié du cours d'eau est propriétaire du premier riverain sur la rive gauche et de l'autre moitié sur la rive droite. Donc de toute manière, les personnes qui font des prélèvements de ces vestiges n'en sont pas propriétaires. Donc après Armand Calia, dès les années 60, un certain Louis Bonamour suit les dragages de plus en plus fréquents sur la Saône et récupère des informations auprès des dragueurs sur la localisation des découvertes et commence déjà une sorte de travail de carte archéologique opéré à l'époque. Donc en 1967 notamment, sur des dragages sur le site d'un pont romain et avec les piles de pont qui sont jetées à la décharge du village, vous voyez les énormes éléments en bois qui finissent, en vrac, déposés en décharge, donc sortis de leur contexte et en partie arrachés. Et par exemple, voilà cette photo qui est un petit peu célèbre aujourd'hui de 2 ouvriers qui, découvrent, des épées, hein, de l'âge du bronze, lors de voilà, de la drague, au port Ferrier, au nord de Chalon-sur-Saône. Donc vous voyez la zone de cette drague et donc ce qui montre aussi que le fleuve ayant été mouvant, peut-être que ces parties étaient terrestres autrefois et qu'en fait le cours du fleuve s'est déplacé aussi, s'est creusé et que ça a fait immerger une partie des sites où c'est des choses qui ont pu être jetées ou qui se sont sédimentées au cours du temps. Vous avez aussi tout ce qui est lié, les éléments, voilà, qui sont très, très bien conservés comme des restes, d'éléments agricoles, de graines, de pollen et cetera, qu'on peut aussi étudier. Daté, caractérisé, voilà, et là qui date du bronze final, hein, donc il y a plus de 3000 ans. Des éléments en bois et en fait qui sont liés, tous ces éléments qui avaient été trouvés, notamment à un village de l'âge du bronze, Dourou, sur Saône, qui a été en fait une des premières expériences de fouilles en rivière de 1978 à 1982, donc pour vous redire à quel point la région est pionnière. Et en 1980, le ministère de la Culture, donc en 1966, le ministère de la Culture crée le DRASM, la DRASM en fait à l'époque qui s'occupe uniquement des aspects maritimes, et en 1980, on crée un équivalent, un centre de recherche d'archéologie subaquatique qui va s'occuper des lacs et des cours d'eau et qui est basé à Annecy. Cette structure, le CNRAS, Centre national recherche en archéologie subaquatique, va disparaître en 1996 et être fusionnée avec la DRASM, la direction de l'archéologie sous-marine, pour devenir le DRASM,
la direction, de l'archéologie subaquatique et sous-marine. Donc on va fusionner l'archéologie maritime et l'archéologie des eaux douces ensemble et on va avoir, voilà, on a un petit bidon, si vous pouvez pas lire, on voit le ministère de la culture ne pas toucher lors de la fouille. Et donc vous avez, voilà une structure et là c'est inédit au niveau national et européen, des structures dédiées pour la protection du patrimoine culturel subaquatique. Et après vous allez avoir une protection internationale, par exemple, on a une convention UNESCO en 2001 qui est ratifiée notamment. Donc cette recherche sur le patrimoine fluvial, elle se développe. On a de systèmes de prospection subaquatique avec, des, systèmes de prospection, voilà, là aussi, qui vont être faits. On va quadriller un cours d'eau et on va avoir une méthodologie pour suivre, en fait, les aménagements de rivières et établir une cartographie avec la liste, là, par exemple, un inventaire de tous les gués qui sont présents sur les cours d'eau et en l'occurrence ici sur la Saône. Donc voilà, vous avez, lors de ces travaux qui sont conduits donc par Louis Bonamour. Louis Bonamour, il est conservateur donc au musée vivant de Nons. Il ne travaille pas, par exemple, dans l'une des 2 cellules subaquatiques du ministère, mais il est venu en fort appui et était un pionnier aussi en termes de méthodologie et en termes de documentation, de la Saône et qui a contribué à alimenter donc la carte archéologique du ministère. Donc avec les moyens du bord à l'époque, hein, des moyens nautiques qui sont, bah, rudimentaires et qui se perfectionnent jusqu'à avoir une péniche de fouilles qui permettait de faire les fouilles subaquatiques, mais je on n'a plus de péniche malheureusement aujourd'hui, en tout cas en l'état actuel, de nos budgets, de nos capacités nautiques puisque c'est de l'entretien. Donc voilà, système de gué, voilà, par exemple le gué des Piles qui est un habitat du bronze final qui a été découvert. Voilà ici avec les aménagements qui ont été relevés. Donc tout ça, c'est les fouilles de Louis Bonamour à nouveau dans les années 80. L'ensemble des éléments, voilà, qui ont été découverts et puis, en fait, il découvre un site d'habitat, il découvre des villages, en fait, de l'âge du bronze qui sont présents, en fait, au niveau de ce site, par exemple, du Gué des Piles à Chalon-sur-Saône et qui est aujourd'hui représenté au musée Vivant de Nous. Donc voilà et on voit des éléments, par exemple, de pavage immergés vers des chemins, donc qui n'étaient pas sous l'eau à l'époque et qui ont été immergés ensuite. Là, exemple de voilà, de semelles de chaussures et d'éléments de la vie quotidienne, d'armures et cetera, d'inscriptions qui sont retrouvées, voilà, dans ces cours d'eau. Donc ce sont des gisements extrêmement riches. Donc on a des gisements, on a ces sites et ensuite on va avoir des aménagements de cours d'eau. Et donc ça a donné lieu à une littérature, à une publication, riche sur, tous ces éléments liés à l'archéologie de la Saône. De l'âge du bronze, notamment jusqu'aux périodes après plus récentes. Sur la construction navale, notamment. Donc pour étudier ce patrimoine immergé, il y a une méthodologie spécifique qui va croiser des prospections avec du matériel spécialisé, pour des sons subaquatiques, sonars, etc. Des relevés d'archéologie du bâti, des études des bois et on va faire la dendrochronologie, donc on va dater à partir des bois. On va faire des enquêtes documentaires à partir des cartes anciennes et des archives, pour localiser par exemple bah, des sites de ponts, des moulins, des travaux et des aménagements divers. Donc on va avoir une recherche, l'archéologie fluviale, elle est résolument, bah, elle est, très interdisciplinaire. Elle va mobiliser vraiment des matières, des méthodes et des outils différents d'études pour étudier le même objet. Donc pour étudier un pont, bah, on va, travailler sur, la datation des bois, on va étudier les archives et on va faire des relevés archéologiques en 3D, par exemple. Ensuite, pour ce qui est du subaquatique, ben, il y a des méthodes de fouille qui sont spécifiques. Donc, on va avoir une méthode commune qui va être liée à la stratigraphie, à aller cartographier les sites, étiqueter, etc. Mais il faut savoir que tout est plus compliqué sous l'eau et donc que fouiller sous l'eau, c'est en temps plus limité. Bah, ils font la formation, hein, il faut voilà, être un peu homme grenouille et puis arriver à... C'est plus facile d'être archéologue et d'apprendre à plonger ensuite et aussi, on a également, bah, des bénévoles plongeurs. Il y a même la fédération des sports sous-marins, la plongée amateur, qu'on peut accompagner, nous former à l'archéologie. Et donc, on va travailler avec un matériel spécifique, notamment les aspirateurs à sédiments, et on va mettre en place des carroyages, un quadrillage pour nettoyer les sites. Et donc, on va pas fouiller à la truelle et au pinceau, mais là, notre allié, ça va être l'aspirateur à sédiments. Et donc, on va balayer, on va nettoyer en aspirant dans le tuyau. On va injecter de l'eau claire, ce qu'on appelle un rideau d'eau, et ensuite aspirer le sédiment, les petits cailloux, etc., qu'on va retirer. Mais c'est une fouille qui est longue, les plongées sont limitées.
Donc en temps, en alternance, et cetera, c'est une fouille qui va prendre vraiment plus de temps et qui va, impliquer aussi, voilà, une adaptation constante aux conditions météo, aux risques, aux obstacles. Donc c'est en termes de risques aussi, voilà, c'est des conditions de sécurité qu'il faut absolument prendre en compte quand on intervient sous l'eau. Donc là, vous avez un exemple de carrouage et de manière dont on va relever des pieux, par exemple, d'un pont avec un carrouage. On va dessiner, on va faire du dessin aussi sous l'eau, on va faire des relevés topographiques, on va aussi maintenant, avec nos nouveaux outils, faire des photogrammétries, etc. Et des relevés en 3D, en fait, en milieu immergé. Donc c'est une logistique qui est pas facile, donc on va fouiller avec des motopompes, il faut des embarcations, on va avoir des plateformes spécifiques pour poser le matériel, des fois ça tombe sous l'eau, on perd tout, des fois il y a une inondation, des fois donc c'est des conditions qui sont des fois, assez, contraignantes et voilà, des collègues ont par exemple doivent fuir, lors du déclenchement d'un orage et on s'arrête tout et on ne fouille pas sous l'orage ou sous l'inondation qui menace. Donc il faut beaucoup, beaucoup, voilà, d'adaptation lorsqu'on pratique cette archéologie. On va ensuite, ben, faire des études en laboratoire, étudier les bois, faire des datations, ce qu'on appelle cette dendrochronologie, et on peut dater parfois les bois à l'année près grâce à ces dendrochronologies. On va échantillonner, on va faire des prélèvements, voilà, des vestiges en question, des alignements. On va retrouver, bah, là où vous avez les traces d'une berge avec un alignement de pieux en bas à droite. Et donc, bah, on va pas pouvoir tout prélever parce que tous ces bois, on ne pourra pas les conserver. Donc, il va falloir faire des choix. On va enregistrer l'information et ensuite, on va prélever quelques éléments seulement. Donc voilà pour vous montrer les éléments en matière organique. Des fois, on a de la corde, du cuir, de la colle. Moi, je me souviens avoir fouillé avec des collègues, nous avions fouillé une hache néolithique avec encore les éléments de petites cordes. Voilà, c'est comme les éléments qu'on va trouver par exemple sur les sites de Chalin, sur le milieu lacustre, des éléments extrêmement fragiles qui vont nécessiter des précautions particulières. Donc voilà, ça c'est le rappel, voilà, de que dans l'objet archéologique, c'est l'étude de cet environnement fluvial, bah, il fait partie même de la définition même du patrimoine archéologique et avec toute cette typologie d'aménagement, donc les pêcheries, les moulins, heu, les cours d'eau navigables, donc les épaves, les digues, les aménagements liés aux inondations et les gués, les ponts et cetera, les ouvrages de franchissement. Donc, pour refaire le point sur les piscicultures, on va étudier les aménagements piscicoles et des pêcheries. Donc, parfois, ce sont des bassins carrés, ronds, des étangs qui vont être liés, par exemple, à de la pisciculture, à des viviers monastiques qui vont être sur le bord d'un cours d'eau. On va ensuite avoir, je vous disais, une grosse partie des vestiges qu'on va étudier vont être liés à des moulins fixes. Et dans la région, on a spécifiquement des moulins sur bateau, avec des moulins sur pilotis qui sont en travers les cours d'eau et on en avait encore des vestiges anciens, par exemple, voilà, sur des exemples ici, voilà, avec un moulin ici sur la carte postale présente. Et à la Charité-sur-Loire ont été retrouvés, par exemple, des vestiges de ces moulins bateaux. On retrouve, voilà, bah, les restes, hein, les pieux arrachés de ces moulins qui étaient présents en travers des cours d'eau qu'on peut dater précisément. Et par exemple, voilà, il y a une publication spécifique qui a été faite sur les moulins bateaux du Doubs, où on voit aussi ben, les restes en croisant les images d'archives, les cartes postales anciennes, les données archéologiques, cartographiques, iconographiques. On va pouvoir documenter ces moulins sur bateau. Et il y a un moulin plus spécifiquement qui a été étudié, c'est le moulin de Pontoux, où il y a eu pendant plusieurs années des travaux de recherche par Annie Dumont, donc qui ont croisé la documentation ancienne, cartographique, iconographique, les textes. Vous avez ici, voilà, ben, une transcription de un texte brut de 1599 et pour pouvoir comprendre le fonctionnement de ces roues hydrauliques qui sont installées sur des bateaux qui vont être dans des moulins flottants. On va pouvoir aussi faire ensuite de la restitution 3D, de la modélisation à partir des artefacts que l'on aura retrouvés, donc c'est le cas de ces moulins sur bateau. On peut faire des coupes ensuite, on a des modélisations qui permettent de matérialiser un peu mieux et de comprendre comment ces moulins fonctionnaient, de comprendre les systèmes de coques, les mécanismes aussi de ces éléments de moulin qui vont être retrouvés. Et aussi, bah, toute la vie quotidienne aussi des meuniers, des personnes qui vivaient sur ces moulins-bateaux. À un moment là, on a le cas d'un moulin-bateau qui a coulé brusquement et puis les personnes n'ont pas pu se sauver. Donc on retrouve, bah, leurs semelles de chaussures, leurs affaires, et cetera directement sur place. Donc c'est une capture, un naufrage. Ça va être la capture à un instant T de la vie qui s'est arrêtée des occupants sur un bateau. Et voilà, on retrouve tous ces éléments du quotidien. Hop, voilà.
Donc les moulins sur bateau qui vont être liés à des clayonnages, à des systèmes de tresse où on va conduire l'eau et l'amener à l'orienter vers les roues hydrauliques. Donc, je disais, les épaves, on va avoir des cas de cargaison perdus qui vont être retrouvés, où on va retrouver, par exemple, un bateau échoué avec des meules. Le bateau était trop lourd, le bateau a craqué avec les meules qui étaient trop lourdes, et on va retrouver, bah, par exemple, les meules égrenées dans le cours de l'eau. Une épave qui a été, on va voir qu'elle a été réparée, fissurée, on va voir que parfois elle était abandonnée. Des fois, c'est des bateaux de travail qui sont laissés sur place et qui sont coulés volontairement. Et donc voilà, on va retrouver ce qu'on appelle l'assemblage. La méthode d'assemblage, ça va être toute la partie de la coque, du bordé, donc des planches. On va avoir les membrures qui vont être le squelette de l'épave et ensuite les bordés qui vont être les planches. Et on va avoir, selon les époques, des méthodes d'assemblage différentes. Bah, de la période néolithique, on a des pirogues monoxyles faits d'un seul tronc de bois. Les épaves antiques qui vont être assemblées d'une certaine manière et les bateaux des périodes postérieures encore d'une autre manière. Donc, je vais faire vite pour ne pas voilà, trop exploser dépasser le temps. Et on peut faire voilà, une cartographie des épaves sur un même cours d'eau. Et des fois, on constate dans le secteur de la Charité-sur-Loire une forte fréquence des échoués où on voit aussi une sorte au pied des ponts ou sur certains points, une concentration des vestiges qui vont être liés à des points d'échange, etc., ou d'échouage spécifiques. Lorsqu'on va transborder des marchandises, c'est-à-dire sortir des marchandises d'un bateau, certaines vont tomber dans l'eau. C'est le cas des fouilles sur le Rhône, si vous avez entendu parler de l'épave Arles 3. En fait, ils ont laissé tomber en passant d'un bateau à l'autre, pouf, parfois, hop, l'amphore, elle tombe dans l'eau, et on va pas la récupérer au fond de l'eau, donc on la retrouve. Et ensuite, on va avoir des aménagements de protection contre les crues, qui vont être faits, des sortes de digues, en fait, de conduite forcée, d'endiguement qui vont servir à encadrer, à délimiter un cours d'eau, un milieu qui est mouvant. Et aujourd'hui, lorsqu'on fait des travaux pour encadrer les cours d'eau, ces systèmes de clayonnage, de fascines, d'éléments d'aménagement en matériaux périssables, ça peut être inspiré aujourd'hui sur les techniques d'aménagement d'aujourd'hui. Plutôt que de faire des choses en béton, voilà, par exemple, il y a les moyens d'époque étaient déjà voilà, utilisés. Et dernier point, les ponts, les franchissements, les gués, ce qui servait voilà, à traverser les cours d'eau. Donc et là, on retrouve, c'est vraiment dans la région, on a beaucoup, beaucoup de vestiges de ponts, de franchissement des cours d'eau pour passer d'une rive à l'autre, hein, d'une berge à l'autre. Et on va par exemple pouvoir utiliser de la bathymétrie. Bon, c'est une sorte de scan, on va scanner le fond d'un cours d'eau et on va pouvoir repérer les vestiges qui vont être présents. En l'occurrence, ici, on a des piles de ponts sur le cours du Doubs. Et ensuite, une fois qu'on a scanné, on envoie un petit robot sur l'eau, comme ça, qui va aller scanner, repérer les vestiges. Et ensuite, on va faire des plongées à l'endroit où on a repéré les vestiges. Et ces petits bateaux, ces drones subaquatiques, ces drones sonars, ils ont une bande GPS au-dessus et donc ça marche avec une télécommande. C'est très rigolo. Et on va pouvoir relever voilà, les cours d'eau. Ça marche comme le drone aérien, mais voilà, ça flotte. Voilà, c'est ça la différence. Et donc, on va pouvoir retrouver, comme là, vous avez voilà, le scan, le relevé d'un caisson, c'est-à-dire des ensembles de pieux qui forment la pile du pont, qui forment la plateforme de fondation. Donc pour que ça tienne, si on plante directement, si on construit directement la pile en pierre, forcément ça va basculer à la première crue. Donc on va ancrer, on va planter un semis de pieux, on va faire une plateforme, parfois remettre des poutres dans l'autre sens. On va faire un caisson étanche, donc pour pouvoir ensuite couler, construire, on va se mettre au sec et on fait un système de pales planches et ensuite on va monter la pile du pont. Et donc ces modes de construction, ils sont pour comprendre l'architecture fluviale, elle va être riche d'enseignements pour comprendre comment on a construit les ponts à telle ou telle époque. Et on voit voilà le système de semis et du caisson qui est mis en place en fondation de la pile de pont. Et voilà, et vous voyez les vestiges qu'il en reste dans ces cas-là, et que voilà, si vous voyez ce type de pieux un peu coniques et qui n'ont pas l'air du tout naturels dans un cours d'eau, voilà, n'hésitez pas à nous appeler. Mais pas malheureusement, au gré de travaux, par exemple ici, service équipement de Cône-sur-Loire, pas informé de la présence de vestiges archéologiques pourtant connus dans la carte archéologique, fait un petit décapage à la pelle mécanique, arrachage, et donc les vestiges de ce pont sont jetés dans une décharge et perdus pour toujours. Il restait des éléments arrachés, mais inexploitables du point de vue de datation de la dendrochronologie, donc avec des bois presque entièrement détruits qu'on ne pouvait plus étudier ensuite.
Donc voilà, et lorsqu'on peut, les étudier, on va pouvoir extraire parfois des exemples de pieux. Et les pieux romains, c'était le cas à la Charité-sur-Loire, ce sont des cylindres, ce sont les troncs qui sont enfoncés avec une machine et qui ont un diamètre, voilà, qui est extrêmement impressionnant. Et aussi, on voit selon au fil des époques, on va avoir le premier pont romain, un deuxième pont médiéval qui va changer d'orientation, qui va être reconstruit à côté après une crue, le pont moderne, et on va avoir en général une succession de ponts les uns à côté des autres. Et voilà, en termes de vestiges, ça va donner les pieux, une fois extraits, on va avoir, la manière, la découpe, la manière dont ils ont été sectionnés, et cetera, et on va pouvoir les dater. Donc voilà, ici, puis on va pouvoir refaire en plan, à partir des vestiges. Voilà. Un élément impressionnant, c'est qu'à la Charité-sur-Loire, on a le cours de la Loire qui s'est déplacé, et donc une partie du pont, le cours de la Loire a bougé, et donc il y a une partie des piles qui n'assuraient plus, qui étaient plus sur le cours d'eau. Et donc, après, les maisons se sont construites au-dessus, et donc vous avez une pile de pont qui a été construite, qui se retrouve aujourd'hui dans une cave, et qui correspond à l'ancien cours de la Loire. Et c'est un cavetier, c'est un caviste, je vous invite à aller voir les vestiges de l'ancien pont de la Charité-sur-Loire. Vous avez une partie du pont encore sur le cours d'eau, et après la suite, qui repose, qui est dans le village, et on a construit par-dessus. Et là, voilà, ça illustre le potentiel, et c'est lié au programme de recherche d'Annie Dumont sur les petits cours d'eau. Grâce à la déclaration de découverte fortuite qui a été faite, à un agent du DRASM à Annie Dumont, celle-ci a pu, étudier, les différents vestiges de 2 ponts médiévaux et modernes découverts en 2025 à l'Oignon, sur l'Oignon, donc à Ruffey-le-Château, et donc avec, ces pieux, ces anomalies qui avaient été observées, et dont on a pu, dont l'étude a pu être faite grâce à, la déclaration qui a été faite grâce, voilà, au bénévole qui est parmi nous. Donc ça montre aussi sur les petites rivières le potentiel aussi de vestiges archéologiques qui est présent, et tout le travail de cartographie de ce programme de recherche qui dure depuis plusieurs années. Toutes ces découvertes, elles sont consignées dans une carte, dans ce qu'on appelle un SIG, un système d'information géographique. Donc c'est une grande carte numérique où on va, inventorier tous les vestiges, qui sont présents sur le cours d'eau. Donc là ici, on voit sur le cours, voilà, sur le cours de la Loire. Et plus spécifiquement, voilà, ici ensuite, la cartographie des sites, fluviaux étudiés, voilà, dans le secteur de Cosne-sur-Loire jusque la Nevers, et encore en amont, avec toute la cartographie, et aussi ensuite, sur le Doubs. Donc on a maintenant un point sur, le cours de l'Oignon, sur la carte archéologique, et également, voilà, à proximité de Dole, et sur le cours du Doubs, et aussi dans le secteur de Verdun sur le Doubs, avec un ensemble de vestiges qui sont présents aussi, par exemple, à Pontaillé-sur-Saône, et sur d'autres sites, donc à Malais et à Ruffey-le-Château, où petit à petit, on complète la cartographie de ces vestiges archéologiques. Donc voilà, pour conclure, on a vraiment ces vestiges liés au cours d'eau, ils sont représentés sous une forme, vous avez vu, extrêmement diverse, hein, donc ponts, moulins, écluses, canaux, viviers, pêcheries, etc., liés à l'histoire régionale et au type de cours d'eau qui sont présents sur un territoire. Aujourd'hui, les outils, les technologies numériques, les cartographies, les drones bathymétriques permettent d'étudier aussi, de faire aussi de la photographie sous l'eau de ces vestiges. Et le grand défi aujourd'hui, c'est nous, dans le cadre des missions de la DRAC et de l'archéologie préventive, ça va être de pouvoir accompagner les travaux d'aménagement sur les cours d'eau, donc à l'échelle des services patrimoniaux de la DRAC, à l'échelle des services déconcentrés de l'État, donc l'ADREAL, la DDT, et des différents aménageurs de cours d'eau, donc VNF, les syndicats de rivières, les parcs, naturels, qui vont être en charge de l'aménagement des cours d'eau. Ça va être de pouvoir suivre ces travaux d'aménagement pour documenter, étudier, conserver et valoriser les sites archéologiques liés aux cours d'eau et ces aménagements avant, leur destruction, et ça nécessite, une coordination entre les acteurs, du territoire, entre les institutions, donc, et les différents ministères et les différents, acteurs qui vont, aménager les rivières, pour, permettre la protection du patrimoine archéologique. Donc derrière tout ça, il va falloir une armada d'archéologues, fluviaux et subaquatiques, formés et sensibilisés à ces patrimoines de l'eau, pour justement mettre, en œuvre, la note qui a été faite pour permettre, le dia un di enfin, une conciliation des enjeux, environnementaux et patrimoniaux pour la préservation du patrimoine archéologique lié aux rivières. Je vous
vous remercie de votre attention et j'ai été, un petit peu bavarde, donc il est 19h40, mais je vous remercie attentivement de votre attention. Donc Merci. Je pense qu'il y aura pas mal de questions. Moi, j'en ai déjà, mais je vais laisser le public, s'exprimer en 1er, par rapport donc à cette, conférence. Est-ce qu'il y a déjà une première question? Oui? mmh, Madame la conservatrice régionale de l'archéologie, oui. quand reverrons-nous la pirogue de Chalin? Alors, laquelle spécifiquement? Parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs, voilà, on a, bah, avec nous, voilà, une collègue qui a suivi attentivement ces travaux, sur le Oui, site ça, lacustre de Madame Chalain, Richard donc va nous Annick, le dire. Richard. Et qui, voilà, pourra, voilà, sans doute nous apporter des éléments et il y a un énorme travail, muséographique à faire pour valoriser les vestiges du lac de Chalain et donc il y a eu toutes ces fouilles, lacustres des sites, bon, donc qui ont été conduites par, le couple, Pétrequin et il y a une conservation préventive des éléments dans les réserves et ensuite il y a tout un enjeu et c'était l'objet de nos discussions, Annick, cet après-midi pour valoriser les éléments des fouilles, liées de Chalin et donc voilà et je pense que vous voyez, de quelle, pirogue spécifiquement on Oui, oui, parle. oui, c'est une pirogue qui est datée de l'âge du bronze. La grande pirogue qui a été découverte à Chalain au début du XXe siècle. Elle est conservée au musée de Lons-le-Saunier. Mais le problème, c'est que actuellement, le projet de réalisation du musée est en suspens. Ça dépend là de la collectivité. Donc, ça dépend de la ville de Lons-le-Saunier. C'est que nous on assure la conservation préventive, c'est-à-dire qu'on va mettre dans les réserves archéologiques les éléments et ensuite il faut des espaces. Et voilà et à moins qu'ils prennent place dans un musée de l'État et ce serait complexe. Ça, c'est vraiment on encourage le développement et la création, d'un musée de site pour ce site majeur et je pense que ça fait, pas mal d'années que il y a des éléments en discussion. Mais nous, en tout cas, en tant que DRAC, en tant que ministère de la Culture, on soutiendra la présentation au public et cette restitution, quand elle n'est pas physique, on essaie de pouvoir la présenter autrement par des expositions temporaires pour ressortir ponctuellement un élément, dans le cadre d'une exposition, par de la, modélisation 3D, par de la valorisation justement auprès des publics sur des journées thématiques. Par exemple, on en parle à l'occasion, bah, des journées européennes de l'archéologie ou des journées du patrimoine. Mais, voilà, c'est un sujet important, merci de l'avoir, voilà, souligné. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Alors, moi, j'ai Même alors Merci. Est-ce que vous êtes concerné par Villarderia? heu Le site de Oui, c'est dans notre Villarderia? périmètre. Il y a le programme collectif de Villarderia? recherche justement et Oui. là aussi on aura, un interlocuteur qui, saura, voilà, en parler plus spécifiquement sans doute. Mais quel aspect en particulier? Est-ce que c'est plus spécifique? Est-ce que vous voulez avoir, voilà, une information plus, Oui, il y a un programme collectif de recherche qui est en cours et on a laissé, justement peut-être un des, parties prenantes du programme de recherche, l'évoquer, de vive voix. Sur le site directement de Villarderia, donc depuis 2019, s'est mis en œuvre donc un programme collectif de recherche qui à la fois travaille sur la reprise des données anciennes des fouilles de Lucien Leurat et en même temps essaye de déterminer par des méthodes géophysiques en particulier, l'étendue de ce que pourrait être l'implantation du site Voilà. ou des 2 sites de Villarderia, au fur et à mesure, des années, fonction des disponibilités des terrains, fonction des disponibilités, des matériels et à chaque fois qu'un certain nombre de, nouveaux sites ou nouveaux bâtiments, sont découverts, on essaye d'avoir donc un sondage, sur chacun de ces sites de manière à pouvoir, avoir la chronologie
liées à ce site, même si on n'a pas fouillé l'intégralité des bâtiments, mais savoir un petit peu comment fonctionne l'ensemble des bâtiments les uns par rapport aux autres. Et tout ça donc fait l'objet de rapports annuels, fait l'objet de rapports Ah, triennaux, qui sont et voilà, on essaye à chaque fois rendre également au public ces informations par des visites sur le site même et également donc des conférences qu'on organise, en particulier avec les universités ouvertes, les universités pour tous, pour avoir une information qui est diffusée un maximum au public. voilà, avec là aussi, soutien et l'accompagnement de la DRAC, voilà, Ah, depuis la mise en œuvre de ce programme. dans tous les cas, oui, bien sûr. Ça ne se ferait pas sans ça. À la fois DRAC, côté service régional d'archéologie, et monument historique, puisque le site principal, donc Pont des Arches, est monument historique. Ok. Je sais pas si Sylvie Laurent, non, elle fait une question. Non? Non? Vous n'avez pas de question, j'avais vu lever la main. Vous êtes d'accord. Alors, me concernant, j'ai 2 questions. La première, c'est au niveau de cette formation, parce que moi, je suis archéologue, je ne plonge pas, mais au-delà, est-ce qu'il y a au niveau de la formation, autre ce que d'apprendre à plonger et apprendre à faire de l'archéologie, est-ce qu'il existe, voilà, des universités? Est-ce que c'est quelque chose qui est à développer, pour le futur? Parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir dans les années à venir, des programmes, assez forts sur ces cours d'eau. A-t-on aujourd'hui, le nombre d'archéologues suffisant formés pour répondre à une demande qui va devenir, assez importante? Alors, pour le moment, c'est là tout l'enjeu. Il y a un enjeu fort de formation universitaire, puisque on n'a pas tous les archéologues qu'il faudrait pour être déployés sur les cours d'eau d'un point de vue des opérateurs d'archéologie préventive et notamment pour développer ses compétences dans les services régionaux d'archéologie. Il existe des masters d'archéologie maritime. Sur le patrimoine maritime, par exemple, il y en avait un à Marseille, le master Momarque, qui est un master d'archéologie maritime, un master à Perpignan aussi. C'est vraiment axé sur le patrimoine maritime. Et on constate qu'il n'y a pas pour le moment, et c'est une réflexion, et je serai le mois prochain à Perpignan pour intervenir dans ce cadre-là aussi, et ma collègue Annie Dumont intervient aussi à Marseille, c'est de développer, d'étendre encore une fois, de faire une archéologie globale où on apprend l'archéologie des milieux immergés, peu importe le contexte. Et il n'y a pas pour l'instant de module d'archéologie fluviale, une formation spécialisée pour apprendre l'archéologie des cours d'eau. En général, on fait un master d'archéologie antique, médiévale ou moderne. Moi, ça a été mon cas, j'ai un master d'histoire moderne à la base, où j'ai travaillé sur les ponts et l'aménagement des rivières en France, au Canada. Et après, j'ai fait de l'archéologie à côté, et à 30 ans, j'ai appris la plongée après coup, pour pouvoir étudier les parties immergées. Donc il n'y a pas de parcours type et de voie royale, par exemple, pour le faire, parce qu'on l'apprend. Beaucoup de collègues se sont formés au fur et à mesure, parce que pour l'instant, il n'y a pas de formation dédiée, par exemple, de master en archéologie des cours d'eau, et ce serait un enjeu de pouvoir développer ça dans les formations pour qu'on puisse avoir je parlais d'armada pour sourire tout à l'heure, mais d'avoir vraiment, il va falloir avoir le vivier d'archéologues formés à l'étude des cours d'eau, et qu'on peut pouvoir aussi transmettre. Et je pense que c'est le souhait, voilà, de mes collègues, de pouvoir aussi qu'il y ait un travail de transmission entre les archéologues, on va dire, historiques, qui ont travaillé sur ces cours d'eau pendant, voilà, pendant plus de 20-30 ans. Et ça a été le cas de ma collègue Annie Dumont, la photo que vous avez juste au-dessus. Au moment, là, je suis sur le cours de la Loire, je ne plongeais pas, je mettais des bottes et j'étais à moins d'1 mètre d'eau. Le subaquatique, c'est à moins d'1 mètre. Et ça m'a convaincue de tenter de me mettre à la plongée, mais à l'âge adulte, je voulais dire, pour ainsi dire. Et ça s'apprenait alors que j'avais pas de prédisposition, mais que c'était un moyen pour pouvoir étudier les vestiges. Et ça s'apprend aussi après coup, avec des cours, avec etc. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Et ensuite, on se forme à fouiller sous l'eau, avec la méthodologie, avec le matériel, etc. Mais il n'y a pas, voilà, nécessairement de cursus. En général, on a un cursus en archéologie classique. On a travaillé, on a fait des mémoires un peu sur ces sujets-là, mémoire et thèse.
Et la plongée, c'est devenu, par exemple, un plus. C'est pour ça, pour moi, c'est vraiment un moyen, c'est une méthodologie et c'est pas une fin en soi, c'est vraiment une méthode parmi d'autres méthodes de l'archéologie. En tout cas, ça me fait beaucoup penser à quelques années auparavant à l'archéologie du bâti, c'est-à-dire qu'il n'était pas enseigné au départ dans les universités. Et à partir du moment où il y a eu une demande qui s'est révélée de plus en plus importante via les prescriptions du ministère, hein, on a vu aussi apparaître des formations qui étaient déjà portées aussi par des chercheurs hein, qui étaient novateurs sur ces questions. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil parce que je Oui. pense que pour les futurs, voilà, pour les étudiants qui sont peut-être présents, qui sont peut-être déjà intéressés sur ces questions, il y aura peut-être voilà, Enjeu de des pistes, formation. des enjeux de formation pour l'avenir. Et les chantiers écoles à développer aussi, et vraiment là-bas, on souhaite c'est aussi de travailler en partenariat avec les universités pour faire vraiment des chantiers écoles d'archéologie subaquatique. Et c'est le cas d'Annie Dumont qui accueille sur les chantiers en général quelques étudiants et on peut être formé aussi au fil de l'eau, faire de mauvais jeux de mots. Et puis dans le cadre de ces chantiers écoles d'archéologie programmés qui sont là aussi ouverts et on forme aussi, on accompagne aussi. Il y a un enjeu avec les bénévoles, parce que les fédérations de plongée ont aussi les bénévoles et puis ils peuvent aussi être accompagnés et faire ce travail aussi de documentation de cartes archéologiques. Et là aussi, du coup, je tenais voilà, à remercier à Jérôme Brochetto, donc de la RESAC, qui a fait cette déclaration de découverte pour les pieux de pont de l'Oignon, justement, et qui a permis aussi aux archéologues professionnels d'intervenir. Donc il y a vraiment un travail formation des étudiants et accompagnement des bénévoles. Merci. Bonjour, j'habite rue Fay-le-Château et donc, depuis que je suis enfant, on se râpe les genoux sur les piles du pont romain entre Ruffé et Brussé. Mais vous semblez parler d'autre chose. Il y aurait un deuxième pont? Donc alors je suis pas allée sur site et peut-être, voilà, c'est peut-être monsieur, Brochetto, qui est aussi, voilà, présent. Là, je cherche Et dans vous la parlez de salle, recherche en qui ont identifié ces 2025? ponts. La Et donc mairie il y a nous eu, a rien dit. i en fait, ça, il y a eu donc déclaration de découverte et dans le cadre du programme de recherche du DRASM, donc Annie Dumont, il y a eu une intervention et qui a permis de voir 2 états, de ponts. Donc un d'époque médiévale, 11e, 13e et un, 15e, 17e. Donc là, qui ont été étudiés, on a le plan en fait sur le cours et là, c'est ma collègue vraiment, Annie Dumont qui pourrait vous renseigner, mais je ne sais pas si c'est ceux-ci qui sont qualifiés de pont romain ou si on parle encore d'autres, est-ce qu'en fonction là de ce qu'on voit sur le plan, est-ce que voilà, est-ce que vous reconnaissez l'endroit ou est-ce qu'on parle d'un autre endroit? Non, Est-ce que parce c'est qu'il est possible tout à fait qu'il y a, c'est voilà, un pont, un état, oui, antique, souvent moi, ces ponts se il me semble succèdent. qu'on en voit 2 là. Voilà, il y a 2 ponts, mais l'état 1 est médiéval, l'état 2 Vous savez, est d'époque moderne. il y a si peu de ponts, il y en a un à Marnay et après à Emany. Donc il est possible qu'entre-temps, comme il y avait des villas gallo-romaines, on ait tenté de construire des ponts, Oui, bien sûr, mais en général, même pour 2 passer d'une ponts, rive à voilà. l'autre et pour, mais en tout cas, là, si les datations sont indiquées, c'est qu'il y a sans doute en général, il y a prélèvement soit dendrochronologie, Mmh, soit du carbone 14. mmh. Donc si les datations là qui sont fournies sont, médiévales et modernes, peut-être, je sais pas si, je me tourne vers mon collègue Hervé si, tu as des éléments par rapport à ces ponts, mais, en tout cas là, les datations sont bien médiévales et modernes. Mais je vais me renseigner au niveau de la mairie, Mais du coup, oui, savoir si madame le maire a et été au courant certainement de toute façon, il y a une recherches. autorisation dans ces cas-là qui est faite sur pour parcourir le cours d'eau, hein, pour circuler, pour prélever, etc. Oui, Et je pense que ma collègue sera tout à fait intéressée, donc Annie Dumont, d'aller présenter les résultats de ces éléments découverts si la municipalité n'était pas oui, au bien courant. En tout sûr. cas, voilà. Mmh. En tout cas, comme cette volonté de restitution au public, mais c'est tout frais. C'est encore, voilà, c'est récent de l'année dernière et grâce à l'aide à la déclaration qui a été faite par la RESAC. Merci. Bonjour. Dans Bonjour. notre village, il y a une source salée
qui a été exploité au Moyen Âge. C'est un sondage que M. Petrequin a fait, justement. Et je voulais savoir comment on pourrait protéger le site lui-même. C'est une source, il y a un cercle une espèce de marécageux de 25 mètres de diamètre. Et il y a une levée qui faisait sûrement qui faisait barrage pour empêcher l'eau de retourner à la rivière. Oui. Et bon, ce site est laissé à lui-même et il n'est pas à l'abri d'être Mm. saccagé par quelqu'un. Et M. Petrequin souhaiterait qu'il soit protégé. Nous, habitants du village qui s'appelle Lénan dans le Jura, Mm. on le souhaiterait aussi. Mm. Et je voudrais savoir quelle démarche il faudrait qu'on fasse. J'ai une autre question par rapport à Louis Bonamour. J'ai longtemps entendu parler d'une maison de la Saône, enfin d'un musée de la Saône. Il n'y a toujours rien dans les tuyaux. Voilà, c'est principalement le musée Vivant de Nom qui accueille les collections. Oui, mais il y a eu plusieurs Il y a eu des tentatives. projets. Ouais, mais c'est toujours au Il point y a mort. beaucoup de projets de musées. Il faudrait, voilà, faut un musée pas Laffitte, un musée. Mais ça veut dire que, mais en tout cas, par contre, il y a vraiment une importante part des collections et aussi dans les réserves. Donc après, voilà, faut trouver aussi les occasions de pouvoir, on disait, de faire des expositions thématiques pour remettre aussi en évidence les éléments qui ont été trouvés, voilà, à l'époque. Et pour vous répondre sur la première question, bah, vous soulevez déjà qu'il y a des éléments, en général, ces fontaines, ces aménagements hydrauliques, ça fait partie de ce qu'on appelle, bah, du petit patrimoine non protégé qui, en général, n'est pas, nécessairement classé. Et nous, lorsqu'on fait, les zonages archéologiques, ce ne sont pas des zones de protection. Ça va être des zones où on va être informé des aménagements. Et là, je me retourne à nouveau vers ma collègue des monuments historiques. Est-ce que dans les démarches de protection, de classe, que ça ces types de fontaines d'aménagement peuvent en faire partie? Après, moi, j'ai envie de vous dire que aussi la première des protections, ça va être, bah, de documenter, d'étudier, de relever qu'il y ait une étude vraiment, bien archéologique de l'élément et après ça va être en dialogue avec la commune de dire, bah, qu'est-ce qu'on peut, faire pour faire, ben, une consolidation, de restauration, ben, des éléments. Et puis ensuite, bah, une présentation au public. Je pense que c'est là aussi, c'est un dialogue à avoir, mais ce que je vous inviterai à faire, c'est de, bah, la contacter les services, de la DRAC, ben, vous, la municipalité, puis ensuite de nous venir voir sur place et ensuite, bah, de réfléchir aux modalités possibles de vraiment de d'études de protection et de mise en valeur. Mais ça passe pas toujours par faut trouver le bon outil. Par exemple, bah, le classement, la sous-gouvernement de monuments historiques, ça va pas forcément être l'outil adapté par rapport à ça. Donc faut trouver, dire, bah, comment on le restaure, comment on le préserve et il peut y avoir différentes, voies possibles, hein, tout et nous, on regarde dans notre boîte à outils, bah, du code du patrimoine, de ce qui est possible et aussi, en dialogue avec, en général, les collectivités. Mais c'est en tout cas, c'est intéressant, voilà et on viendra voir. Mmh. Bonsoir. Moi, j'aurais une question simple. Est-ce que vos recherches se limitent uniquement aux sites où il y a des travaux ou est-ce que vous faites des recherches sur des sites qui ne sont pas en risque de destruction, quoi? Alors, côté DRAC, oui, j'ai pas rappelé peut-être un élément de base, c'est qu'il y a 2 types d'archéologie, la préventive, celle qui suit les travaux d'aménagement et là, on va avoir des opérateurs, par exemple, bah, pour des diagnostics comme, l'INRAP, il y a une cellule subaquatique spécifique, par exemple, sur de l'Institut d'archéologie préventive qui va s'occuper d'accompagner les travaux d'aménagement, liés aux cours d'eau et cetera et ensuite, on a les programmes de recherche. Par exemple, le PCR d'Annie Dumont, le programme de recherche d'animaux, il est pas lié à des travaux d'aménagement. Ça va être des travaux de recherche, des prospections qui vont être liées à dresser la carte archéologique, c'est-à-dire un recensement des sites, des ponts, des moulins, des pêcheries et cetera, mais qui sont pas liés à des travaux, mais qui vont être liés, par exemple, à du changement climatique, à de dire, bah, dans 10 ans, ces vestiges-là, ils vont être recouverts par des sables, ils vont être érodés, ils vont être détruits. Donc, on va quand même faire un ordre de priorité. On va pas fouiller, par exemple,
un site qui est conservé, un vivier ou un moulin qui va être, sous l'eau, qui va être scellé, qui ne risque rien, on va se dire: «Bah, est-ce qu'on va l'étudier ou est-ce que, ben, il est protégé, donc on va pas nécessairement intervenir?» Ou une épave qui va se démanteler dans un cours d'eau qui risque un petit peu qui est un peu, soumis, on disait à l'érosion, au changement au climatique, aux inondations, là, on va aller, et parce que, en fait, il y a pour l'érosion, le milieu naturel, l'environnement, c'est pas un aménageur justement et souvent, nous, on va venir faire un travail, d'archéologie, des fois un peu de sauvetage ou d'archéologie, d'inventaire qu'on va faire par rapport à des sites qui vont se détruire, qui vont disparaître, naturellement. Et puis donc, il y a vraiment, l'archéologie préventive liée aux travaux. Et là, on disait, on a des opérateurs d'archéologie spécifiques qui interviennent pour suivre les travaux d'aménagement sur les prescriptions de la DRAC. Et ensuite, vraiment, l'archéologie programmée, aussi des programmes de recherche liés aux sites fluviaux. Exemple, le programme de recherche, collectif de recherche d'Annie Dumont sur l'archéologie des petits cours d'eau de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, je vous posais la question parce que sur le Doubs, à la sortie d'Ossel, sous le pont qui va à Bian, il y a on voit très bien un gué, surtout l'été, quand il c'est sec, on voit carrément un gué, et dedans, on distingue des poutres qui ont dû servir à faire un pont, quoi, qui se sont effondrées. Alors, ces poutres-là, elles vont finir par se détruire, quoi. Souvent, ça sèche, comme on disait, le bois, il sèche, il craque. Voilà. Et aussi, là aussi, ce sont des passages, je sais pas si ce cours d'eau là, c'est fréquenté, tout ça, mais il y a des piétinements, il y a des fois des petits bateaux de plaisance, des choses qui passent, et donc ça finit. Dans ce travail, il y a des vestiges liés au cours d'eau partout. On aurait envie, c'est le même cas sur les littoraux, par exemple sur les bords de plage, les vestiges du débarquement ou d'autres choses. On a envie de courir, permet de dire il faut tout sauver, mais par contre, on est obligé de faire une sorte de carte archéologique et on va faire des niveaux de priorité pour dire ce qui va être détruit le plus proche dans le temps, c'est là c'est ce qu'on va essayer de documenter en premier, travaux ou pas travaux, et souvent, c'est les choses liées au changement d'extrusion, liées au changement climatique qui vont nous faire intervenir aussi. Mais c'est intéressant, du coup, on va regarder s'il est sur la carte archéologique. Donc, je vous invite là aussi à nous contacter, ou je vous laisserai mes coordonnées, mais de nous rapprocher des services de la DRAC pour qu'on puisse aller voir cet aménagement. Je vous remercie. Vous voyez, il y a plein de choses, voilà. Enfin, enrichir la carte archéologique grâce à cette conférence et grâce aux instants archéo. Alors, une dernière question. Alors moi, là, je vais la prendre. On plonge toute l'année en Franche-Comté? Ouf! En gros, quelles sont les conditions? Est-ce qu'il y a des conditions Ouais. pour lesquelles on ne peut pas plonger? Les périodes de crue, les périodes d'inondation vont être des périodes d'interdiction parce qu'on plonge avec un manuel de procédure hyper barre. Ça veut dire qu'il y a des conditions de sécurité d'intervention très strictes qui vont faire que si les conditions ne sont pas réunies, si on a des crues, si on a des orages, on va pas, ça va être des périodes on va pas programmer des plongées. Parfois, on doit décaler les prospections subaquatiques parce que la météo est pourrie, et voilà. Après, ça va être lié à des conditions de visibilité aussi. Après une crue ou pendant voilà certaines périodes, on va avoir une forte turbidité de l'eau qui va être très trouble, et on va plus difficilement y voir. Donc il y a des périodes un peu plus propices, et ensuite on va pas plonger sur des périodes vraiment quand l'eau est très chaude. Je me souviens de cyanobactéries, d'algues purulentes sur le bord de la Loire avec de l'eau, avec des déjections de centrales. Et il y a des polluants aussi. Donc il y a des périodes où quand l'eau est très chaude, en général, si on avale un petit peu d'eau, si on boit la tasse, on va être malade, quoi. On va avoir des cyanobactéries. Donc c'est pas la température, tant parce qu'on va avoir des combinaisons étanches ou adaptées ou dans l'épaisseur va être adaptée à la température de l'eau. Mais après, c'est surtout les conditions, ce qu'on appelle l'hygiène et sécurité, c'est de ne pas se mettre en danger. Quand il y a une crue, quand on risque d'être emporté par les cours d'eau, on va intervenir sur un calendrier fluctuant. Je pense aux collègues de l'INRAP, quand il y a quand ils interviennent sur des voies navigables. Quand le cours d'eau est fréquenté, ou quand c'est les périodes de fréquentation des péniches de VNF, il va y avoir des périodes autorisées qui sont liées aux arrêts de navigation. Et j'avais le cas d'un collègue en Belgique, il pouvait plonger uniquement la nuit à l'arrêt de la navigation des péniches. Donc la nuit, et je crois que c'était dans la Sambre, en hiver, en Belgique,
c'est l'archéologie fluviale, elle est parfois, voilà, ingrate et il y a des oui, il y a des périodes d'intervention, mais qui sont liées à des cycles d'activité, à la météo, aux conditions, à la pollution, et cetera. Donc ça va être aussi vraiment une archéologie de constante adaptation, quoi. Voilà. Eh bien, merci pour tout cet éclairage, parce que moi, personnellement, ce n'est pas du tout un domaine que je connais et je vois que je vais devoir m'y mettre très rapidement. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà.